Français en direct depuis Beijing. Bienvenue dans l'Essentiel, une émission qui décrypte tous les mardis et jeudis les grands sujets d'actualité internationale avec nos analystes sur place et en ligne. L'Europe est la région qui enregistre actuellement le plus de cas dans le monde et qui représente 45% du total mondial. À ce rythme, l'OMS Europe prévoit que plus de la moitié de la population de la région sera infectée par Omicron dans les 6 à 8 prochaines semaines. La forte contagiosité du variant Omicron est combinée à sa faible dangerosité. Et aujourd'hui, on lance le débat sur l'immunité collective en Europe. Et sur le plateau se trouvent avec moi Zhang Shanhui et Nicolas Hurezin, commentateur de CGTN. Et en ligne avec nous, monsieur Li Ruan, directeur général de Viaduc Chine et président de l'association France-Shanxi basée à Lille. Également Elsa Sureux, correspondante de CGTN à Paris. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Donc, désormais, l'Omicron est devenu le virus dominant en Europe. Shanhui, où en est la propagation d'Omicron dans les pays européens? La propagation reste forte, mais malgré tout, les Européens restent optimistes aujourd'hui, malgré du fait que l'Omicron est en train de remplacer Delta et que l'Omicron représente 32% aujourd'hui des cas confirmés en Europe en tout. Moi, j'ai essayé de catégoriser un peu les pays en Europe, comment est-ce que ça fonctionne. Et en fait, en tout, à peu près 4 catégories à partir des pays les plus libéraux aux pays qui sont les plus prudents. D'abord, pour la première des catégories, on va essayer de faire une petite synthèse de tous ces pays de manière concise. Donc, au premier front, en première ligne, c'est donc Angleterre et l'Irlande qui, en effet, ont adopté des mesures les plus libérales, puisque le 19 janvier, l'Angleterre a levé la quasi-totalité des restrictions et Boris Johnson estime que la vague Omicron atteint le pic dans le pays. Et donc, le port de masque n'est plus obligatoire dans le pays, le pass sanitaire n'est plus obligatoire dans les boîtes de nuit, par exemple. Et c'est à peu près la même situation en Irlande où on se trouve. On a trouvé donc la fin des restrictions sanitaires dans le pays. Mais si l'Angleterre, ce qui se passe en Angleterre, c'est plutôt poussé par une pression politique sur Boris Johnson. On peut dire que l'Espagne et l'Allemagne ont adopté les situations encore aussi de manière libérale. En fait, c'est plutôt pour maintenir un bon fonctionnement de l'économie dans leur propre pays. Par exemple, l'Espagne, qui en Catalogne a mis fin déjà du couvre-feu et le durée d'isolement des malades a été réduit à 1 semaine. Situation similaire en Allemagne où le gouvernement a raccourci le temps d'isolement pour les cas contacts à 7 jours, en fait, pour assurer un bon fonctionnement du travail, un bon fonctionnement des activités économiques dans le pays. Et après, par exemple, si on prend un autre cas qui est la Belgique, qui a en effet mis en place une nouvelle application qui s'appelle le baromètre Corona. Et bien, ça sert à quoi? En fait, c'est un outil de communication entre le gouvernement et le public. Et en fait, ça permet de suivre de près l'évolution de l'épidémie et après, finalement, de choisir quelle politique à adopter. Donc en fait, c'est pour mettre en place des manières de gestion et des réglementations beaucoup plus flexibles face au coronavirus et face surtout au variant Omicron. Et il reste que Danemark aujourd'hui qui reste prudent sur la situation sanitaire dans le pays, surtout avec cette forte propagation de Omicron et de Delta en Europe. Donc on peut quand même dire que la plupart des pays européens ont tendance à assouplir les mesures sanitaires, mais ce qui est un peu l'extrême, c'est qu'on a vu en Angleterre, Boris Johnson a levé quasiment toutes les mesures sanitaires. Monsieur Lee, est-ce que c'est raisonnable pour vous? Bonjour, donc je n'ai pas de réponse à votre question, mais j'ai plein de questions et d'incompréhension. Est-ce qu'on était au bout de nos efforts dans cette lutte contre ce virus qui cause des centaines de morts par jour depuis bientôt 2 ans? Est-ce qu'on a demandé à ceux qui sont mourants, c'est-à-dire ceux qui sont dans les hôpitaux, s'ils ne préfèrent pas une autre possibilité pour leur vie plutôt qu'une fin imminente? Je ne comprends pas non plus comment dans les pays qui mettent le droit de l'homme à chaque commencement de phrase puissent décider de sacrifier des vies humaines pour en fait sauvegarder l'économie, où on privilège l'économie au détriment des vies humaines. J'ai l'impression qu'on pèse les bras trop tôt, de facile, avant d'entreprendre toutes les mesures possibles et nécessaires. C'est un peu mon sentiment
le premier sentiment. Donc voilà, c'est des questions. Est-ce qu'on a suffisamment les gens sont suffisamment sensibilisés au risque de perdre leur propre vie et celle de leurs proches? Est-ce que l'État peut encore soutenir l'économie mise à mal par la pandémie, mais ils ne veulent pas le faire? Est-ce que toutes les classes politiques ont fait des efforts nécessaires collectivement? Parce que je constate que les morts sont plutôt des gens de classe ouvrière et que la classe supérieure gagne plutôt l'argent. L'immobilier augmente dans tous les pays. Donc, est-ce que tout le monde a fait des efforts? Voilà, j'ai des questions plutôt que des réponses. Donc, vous sentez quand même une sorte d'irresponsabilité dans ces mesures sanitaires. Et Nicolas, quelle est votre impression sur la décision du Royaume-Uni? Bah alors le Premier ministre, Boris Johnson, a expliqué pourquoi il levait les restrictions. C'est que selon lui, le plateau dû à Omicron, du variant Omicron, a été dépassé déjà et on constate une forte chute du niveau du nombre d'hospitalisations dans le pays, plus de 40% de moins. Donc selon lui, les mesures étaient suffisamment efficaces C'est pour vrai que arriver à la l'Angleterre baisser. a connu son pic. Est-ce qu'on peut Voilà, vraiment la croire que la situation s'améliore Alors en c'est Angleterre? difficile de dire jusqu'où va la décision, est-ce qu'elle est politique ou est-ce qu'elle est sanitaire. J'ai un peu l'impression que c'est plutôt politique pour un petit peu parce que pour détourner un peu l'attention sur les attaques que Boris Johnson est en train de subir, hein, puisqu'il il est accusé d'avoir organisé des fêtes alors que le pays était en confinement. Donc peut-être c'est une manière pour lui de retourner l'opinion publique en sa faveur. Mais c'est vrai que dans son explication, c'est de dire que la dernière vague de Micron est déjà en chute. Donc il y a des enjeux politiques là-dedans. Elsa, comment les Français voient-ils cette décision du Royaume-Uni? Est-ce qu'ils espèrent la même chose? Oui, bien sûr, d'autant plus que les indicateurs semblent dire qu'il va se passer exactement le même scénario qu'au Royaume-Uni, c'est-à-dire on va assister à un reflux de l'épidémie de façon assez incroyable. Enfin, on a bien vu la chute des chiffres au Royaume-Uni. Franchement, ça nous a donné beaucoup d'espoir du côté français. Alors, si moi je peux me permettre de vous donner quelques chiffres sur la situation en France, c'est-à-dire que en fait, ce que les épidémiologistes avaient prévu depuis quelques semaines, le scénario correspond tout à fait à ce qu'ils avaient prévu, c'est-à-dire que le variant Omicron, et comme l'a dit Shanhui, dans la plupart des pays d'Europe, il est devenu majoritaire. Il est également majoritaire en France, c'est-à-dire que Omicron a dévoré le Delta, en fait, il l'a complètement chassé quasiment du territoire, puisqu'on estime qu'aujourd'hui, vu le séquençage des tests qui sont produits tous les jours en France, semble indiquer qu'entre 96 et 98% des nouvelles contaminations par jour sont dues à Omicron. Donc c'est énorme, on peut dire qu'il il a vraiment changé la donne, il est vraiment complètement majoritaire en France. Donc là, ce qu'on peut dire actuellement sur les chiffres, c'est qu'on a 92 personnes en soins critiques, donc en réanimation. Et le problème en France, c'est le nombre de contaminations journalières qui est toujours, mais complètement, on bat le record journalier de contamination en France, malgré une certaine amélioration. Il y a quand même, hier, on avait 303 000 contaminations par jour. La semaine dernière, on a dépassé la barre des 400 000, ce qui est quand même énorme. Pour comparer, au 20 janvier, l'Italie comptait 180 000 contaminations par jour et le Royaume-Uni 92 000 et on en avait à peu près 415 000, pour vous donner un peu un ordre d'idée. Alors pourquoi on bat toujours des records en France de contamination? En fait, l'explication elle est tout simple, c'est parce qu'on teste beaucoup, donc plus de tests, plus de chiffres évidemment. Un certain relâchement des gestes barrières depuis la fin du troisième trimestre 2021 qui est vraiment constaté par les médecins et par un peu tout le monde. On voit le port du masque, le gel hydroalcoolique à l'entrée des établissements, c'est un petit peu abandonné, on va le dire ça comme ça. Une forte circulation du virus chez les enfants et également parce que les Français tout simplement sortent plus. Pas comme les Scandinaves qui, l'hiver, ont l'habitude un petit peu de cocooner à la maison en hiver. Voilà, c'est traditionnel. Nous, on sort plus. Donc voilà, tout cet ensemble de choses explique une stabilisation, de forte contamination. Et également, le dernier point, les mauvais chiffres des Outre-mer, des territoires d'Outre-mer, où il y a une très faible couverture vaccinale. Et là, pour le coup, les réanimations sont complètement saturées et les hôpitaux vivent des situations très, 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 très difficiles. Donc en France, on a encore beaucoup de restrictions, beaucoup de tests et beaucoup de
vaccin aussi. Après des semaines de débats tendus au Parlement français, au Sénat et une révision constitutionnelle, le pass vaccinal français est enfin entré en vigueur. Restaurants, bars, cinémas et musées ainsi que de nombreux espaces publics interdiront désormais l'entrée aux personnes ne pouvant pas justifier d'avoir reçu le vaccin. Rain Thompson pour les derniers développements à Paris. Profiter des plaisirs de Paris comme un petit noir dans un café ou une exposition dans l'un des nombreux musées de classe mondiale de la ville ne sera désormais plus possible pour les personnes qui ne sont pas entièrement vaccinées contre la Covid-19. Le pass sanitaire a été remplacé par le pass vaccinal. Et pour la plupart des gens, cela signifie que les tests PCR ou antigéniques ne suffisent plus pour répondre aux exigences. Quelques 92% des adultes en France sont complètement vaccinés, les enfants disposant de certaines exemptions. Cela ne devrait donc faire aucune différence pour la plupart des gens. Mais en ce qui concerne les irréductibles, le gouvernement est déterminé à leur faire changer d'avis. Le président Emmanuel Macron a déclaré qu'il voulait emmerder la frange non vaccinée dans l'espoir qu'elle reconsidérerait son choix, tout en insistant sur l'importance de se faire vacciner pour assurer la sécurité de l'ensemble de la population. La France fait actuellement face à une avalanche de cas de Covid liés au variant Omicron. Mais les symptômes sont rarement aussi graves chez ceux qui ont reçu leur dose. De fait, la France assouplira les restrictions mardi prochain et commencera à considérer que le virus est désormais plus endémique. Les directives concernant le travail à domicile seront levées et les jauges dans les enceintes sportives et les lieux culturels seront supprimées. Le Premier ministre Jean Castex a déclaré que les infections au variant Delta, plus dangereux, reculent alors que la propagation de l'Omicron, plus contagieux, a déjà atteint un pic dans certaines régions, y compris ici dans la capitale française. Donc plusieurs pays ont atteint leur pic et on voit qu'en Europe, il y a une tendance que la plupart des pays vont assouplir les restrictions. Mais ce qui est paradoxal, c'est que oui, maintenant le vaccin n'est plus obligatoire pour les Anglais, mais en France, c'est vrai qu'on vient de valider le pass vaccinal. Comment ça se passe-t-il ? En fait, comment l'avoir, c'est si on a un schéma vaccinal complet, c'est-à-dire en général avoir ces 2 doses, ou alors une dose pour certains vaccins qui sont à unidose, ou alors avoir une dose et également avoir été contaminé par le Omicron ou un autre variant du Covid. Et ensuite, maintenant, l'idée, c'est aussi de pousser les gens à faire une dose de rappel, plutôt qu'avant. C'est-à-dire que maintenant, une fois qu'on aura pour que le pass vaccinal soit vraiment valide, il faudra aussi se faire recevoir une nouvelle dose 4 mois après. Donc on essaie de raccourcir un peu le temps pour pousser les gens à prendre une autre dose. Et également, évidemment, à pousser les gens à se faire vacciner. Donc il y a plein de mesures pour pousser les récalcitrants à se faire vacciner. C'est-à-dire, ce pass vaccinal, on peut le récupérer. En fait, c'est comme si on aidait les gens qui n'étaient pas vaccinés du tout à au moins prendre une première dose en disant que vous allez pouvoir avoir quasiment l'équivalent d'un pass vaccinal temporaire si jamais vous faites vacciner au moins une dose. Donc en fait, le gouvernement, on dit emmerder les non-vaccinés, mais c'est aussi les réintégrer un peu dans le schéma vaccinal et pas de les bloquer totalement de la société, parce que sinon ça prendrait beaucoup trop de temps. Si on doit avoir un schéma vaccinal complet quand on part de zéro, ça prend plusieurs mois. Donc en fait, il y a 2 étapes. Ceux qui avaient déjà leur vaccin, leur schéma vaccinal complet seront autorisés à aller dans les endroits publics. Et ceux qui ne l'ont pas eu, qui n'ont rien du tout, vont pouvoir être un peu aidés, poussés à avoir un début de vaccination. Et ça va leur ouvrir un peu les portes. Évidemment, il faudra aussi présenter les tests dans ces cas-là. Et vous suivez l'émission Essentielle et on attend toujours vos messages pour participer à notre discussion. Aujourd'hui, on lance le débat sur l'immunité collective en Europe. L'Omicron est devenu le variant dominant en Europe alors que sa propagation est inarrêtable avec une dangerosité moins grave. Va-t-il devenir une simple grippe ? Est-ce que l'Europe est sur le bon chemin d'une immunité collective ? On en discute avec nos invités.
À part le Royaume-Uni qu'on a dit tout à l'heure, qui relâche quasiment toutes les restrictions, les autres pays de l'UE ont tendance aussi à assouplir les mesures. Pedro Sánchez, le Premier ministre espagnol, a considéré que son pays est sur le bon chemin de ne plus considérer le coronavirus comme une pandémie, mais plutôt une maladie endémique respiratoire. Pour l'Agence européenne du médicament, la propagation fulgurante d'Omicron va transformer la Covid-19 en une maladie endémique avec laquelle l'humanité peut apprendre à vivre. Monsieur Leroy, quel est votre avis là-dessus? Est-ce qu'on va vivre avec ce virus Omicron? Un spécialiste de la question, je pense qu'il est important de mesurer le comportement du virus, les variants, les futurs variants. Est-ce qu'on arrive à les prévoir, leur mortalité, les séquelles, en prenant du recul suffisamment pour prendre une décision aussi importante que celle-ci, de considérer un virus, une pandémie comme une maladie, comme la grippe. Je suis originaire de Xi'an, donc un mois de confinement vient de se terminer hier. Plus de 2000 cas positifs détectés, pas de mort de Covid, mais une vie de 13 millions d'habitants en arrêt pendant un mois. Quelle est la valeur de vie humaine dans cette histoire? Quelle décision on doit prendre? Je pense que ce sont des choses très importantes à réfléchir. Ces comportements des virus, ces comportements de population et les comportements des hommes politiques nécessitent pour moi une analyse en profondeur après le passage de la pandémie. Pas pour blâmer ou sanctionner ou récompenser qui que ce soit, mais pour servir de leçon aux prochaines crises. Finalement, l'homme tout-puissant dominant le monde est si fragile. Un petit virus peut bouleverser l'humanité. Il y avait, il y a, il y en aura encore d'autres pandémies. J'espère qu'on sera mieux préparé pour la prochaine fois. Et donc vous pensez que vivre quand même avec le virus, on met la vie des gens en risque. Et Elsa, est-ce que tu penses qu'on peut vivre avec? Est-ce que je pense qu'on peut vivre avec? De toute façon, je pense qu'on n'aura tout simplement pas le choix. En fait, il y a eu un article qui a été publié ce dimanche qui a redonné un peu d'espoir quand même, qui titrait, en fait c'était le directeur de l'OMS Europe, monsieur Hans Kluge, qui disait qu'effectivement la déferlante Omicron sur l'Europe laissait présager une sortie optimiste, c'est-à-dire qu'on pouvait espérer voir l'épidémie régresser au niveau peut-être d'épidémies saisonnières ou quelque chose comme ça. Mais en fait, le titre de l'article qui était Omicron prédit peut-être la fin du virus en Europe, c'était un tout petit peu trop optimiste. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment lire l'article en profondeur parce que Hans Kluge, un peu plus loin, il nuance un petit peu son propos. Il dit que s'il y a bien quelque chose que cette pandémie nous a appris, c'est qu'il ne fallait pas se réjouir trop vite d'abord et que c'est pour ça que le relâchement relâcher un petit peu la bride comme ça des restrictions tout d'un coup, c'est toujours un petit peu hasardeux parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Comme disait monsieur Lee, un nouveau variant qui pourrait arriver, qui serait encore plus méchant que le Delta ou quoi que ce soit, qui pourrait créer qui pourrait déboucher pour le coup sur des restrictions encore plus dures. Lâcher la bride, resserrer, relâcher, je pense qu'au bout d'un moment, c'est ça aussi qui épuise les gens. Donc plutôt que d'aller vraiment tout en douceur et de maintenir les gestes barrières pendant encore un bout de temps, il y a des gens qui disent qu'on va vivre avec le masque peut-être ad vitam aeternam, enfin je veux dire peut-être que le masque va faire partie de nos vies maintenant en Occident. En Orient, je crois que ça a toujours été plutôt bien accepté et bon, moi qui ai vécu en Chine, je voyais des gens avec des masques, ça me faisait absolument pas... Enfin, voilà, ça ne me surprenait pas, on va dire. Mais peut-être qu'ici, ça va faire partie bientôt du paysage. Alors, les scientifiques disent qu'il faut être quand même très prudent. Il y en a qui disent que ça ne pourrait pas devenir une maladie saisonnière, justement comme la grippe. Pourquoi? Parce que le virus a prouvé que même en été, il pouvait circuler et qu'il pouvait faire des victimes. Donc, vivre avec, certainement. Il faut juste que nous soyons bien protégés contre ça, trouver des vaccins, peut-être adapter les vaccins en fonction des variants. Thierry Breton l'a dit, c'est peut-être possible. Peut-être que ça nous aidera et peut-être avec une piqûre de rappel peut-être tous les ans pour les gens les plus fragiles. Oui, peut-être que ça nous aidera et qu'il faudra vivre avec tout simplement et malheureusement la sélection naturelle se fera toute seule. Et quand vous dites on n'a pas trop le choix, est-ce que ça veut dire vous ne croyez plus trop aux mesures des préventions de contrôle?
je pense que les mesures de prévention sont les bonnes. Après, c'est une question de responsabilité individuelle, c'est-à-dire qu'il y a une responsabilité collective, mais la responsabilité collective repose sur des individus. Et le comportement des individus, maintenant ça fait 2 ans que je suis en France, enfin plus de 2 ans que je suis en France, mais 2 ans que je vis en France avec ce virus, et je constate que malheureusement, dans la tête des gens, c'est pas forcément si évident que ça de faire attention au quotidien, d'avoir l'idée de protéger soi-même et également de protéger les autres. Je vois beaucoup de comportements égoïstes, je vois des comportements très altruistes, mais j'en vois aussi des comportements qui me font un peu peur. Donc, très honnêtement, non, je ne fais pas confiance à mon prochain. Donc, je préfère garder prudence et éventuellement de continuer les gestes barrières le temps qu'il faudra. Mais je suis préparée psychologiquement à vivre toute ma vie avec des virus comme ça qui arriveront, qui repartiront. Je pense qu'on se dirige vers ça et le réchauffement climatique apparemment est un phénomène qui va amplifier l'apparition de nouvelles pandémies, donc il faut s'y préparer. Alors je ne fais pas Nostradamus, attention, ni Cassandre, mais il est mieux quand même d'être préparé. Ce qu'a dit M. Lirouin et ce qu'a dit M. Elsa, je trouve que ça c'est très bien dit parce que en fait quand on voit l'épidémie et quand on voit la propagation de l'épidémie de Covid-19 aujourd'hui dans le monde, que ce soit pour le souche, pour le variant Omicron ou pour le variant Delta, on voit bien que c'est non seulement un challenge, c'est non seulement un test pour tout ce qui est les recherches scientifiques, mais c'est aussi, comme ce qu'a dit Elsa et M. Lirouin, que je trouvais qui a très très bien analysé la situation, c'est que c'est aussi un test pour des modèles sociaux, c'est aussi un test pour des politiques sociales adoptées par chaque gouvernement, par chaque pays, des différentes stratégies, des différentes philosophies de gestion d'épidémies qui ont été adoptées par des différents gouvernements. Et donc en fait c'est une belle réflexion, c'est un peu comme si de différents pays étaient devenus de différents champs de tests avec de différentes manières de gestion, que ce soit par des politiques libérales ou des politiques un peu plus conservatrices. Voilà, donc avec des différentes manières de gérer la situation, eh bien, on a obtenu les résultats un tout petit peu différents, si on puisse le dire, que ce soit la situation parmi les différents pays en Europe ou entre des différents continents. Donc voilà, donc c'est un test. Et après, comment est-ce qu'on va servir de ces expériences tirées depuis 2 ans c'est une autre discussion très intéressante et éventuellement à suivre dans le futur. Et si on reste toujours assez optimiste, les experts de la santé estiment que la propagation massive de l'Omicron, qui est moins dangereux que Delta, pourrait favoriser l'immunité collective. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, au moins, pour nous, Nicolas ? On en a déjà un petit peu parlé, c'est-à-dire que, en fait, oui, l'immunité collective, elle aurait peut-être pu se faire avec les premiers variants, celui début, qui se propageait beaucoup moins. En fait, l'immunité collective dépend de la contagiosité du virus. Et malheureusement, Omicron est extrêmement contagieux. Donc il faudrait, pour avoir une immunité collective, on parlait de 90%, que 90% de la population soit immunisée dans le monde. Donc effectivement, ça va être très compliqué. Ensuite, les variants peuvent être très différents. Donc si on est protégé contre Omicron, est-ce qu'on sera protégé par un autre variant qui provient plus de la souche Delta, par exemple? Ça, c'est pas sûr. Beaucoup de scientifiques pensent que si on est protégé pour un variant, si un variant est suffisamment différent, il peut nous dépasser en fait cette immunité et quand même continuer d'être contagieux. Donc c'est assez compliqué. Par contre, ce qui est vrai que le fait que Omicron attaque plutôt la partie haute en fait du système respiratoire et attaque moins profondément à l'intérieur des poumons, permet d'avoir des cas qui sont moins mortels, on a moins besoin de réanimation. Donc c'est la seule peut-être lueur qu'on ait là, c'est que Omicron soit vraiment le variant dominateur à travers la planète, qui quand même entraîne un peu nos cellules immunitaires à se défendre et qu'on ait moins de personnes en réanimation, même si on a beaucoup plus de cas de cas contagieux. Donc ça, c'est peut-être une des possibilités pour vivre avec ce virus, et je pense comme Elsa qu'on ne sera jamais débarrassé totalement. Mais en tout cas, pour atteindre une immunité collective, chacun doit renforcer sa défense immunitaire. Donc la défense immunitaire est conférée soit par la vaccination, soit par infection. Donc dans ce contexte, quel rôle joue le vaccin? Parce qu'on a tendance à dire immunité vaccinale est plus solide, est plus durable que celle acquise
par l'exposition au virus. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, mais après, c'est pas complètement affirmé non plus, parce qu'en fait, moi, quand je parle, je suis basée sur des chiffres et des analyses. Là, récemment, j'ai vu des recherches de l'Université de Maryland aux États-Unis, en fait, justement, qui a parlé de cette différentes manières d'immunité collective, quand on parle de cette immunité collective, soit par le vaccin, soit par l'infection. Donc, quand c'est par le vaccin, en fait, ça peut prévenir des maladies graves, c'est-à-dire que vous aurez moins de possibilités de mourir avec cette maladie, mais après, quand c'est par infection, on peut dire que la réinfection par le virus est peu fréquente dans les 80 jours qui suivent, suivant l'infection initiale, mais après, au-delà de 3 mois, beaucoup de personnes peuvent être réinfectées. Donc c'est pour ça on ramène dans notre point de départ pourquoi est-ce que des différents pays, des différents gouvernements veulent absolument que les gens soient vaccinés, et en plus que ce soit vacciné pas seulement une fois, 2 fois, des fois c'est 3 fois. Des doses de rappel sont très encouragées par le gouvernement. C'est parce que justement les vaccins protègent et au fur et à mesure quand les anticorps et le volume d'anticorps diminue chez les personnes comme vous et moi, en fait c'est à partir du moment où on a un petit rappel de vaccin, une 3e dose, une 2e dose de vaccin, en fait ça booste le taux d'immunité dans le corps contre le coronavirus. En plus, on peut imaginer que les personnes vaccinées après une infection seraient également encore plus immunisées. Mais malheureusement, les vaccins ne sont pas très bien reçus. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté contre le pass sanitaire en France, en Espagne, en Allemagne et au Royaume-Uni. En France, près de 40 000 personnes ont manifesté dans tout le pays. Le pass sanitaire vaccinatoire deviendra obligatoire et sera intégré dès lundi à la plupart du quotidien des Français. En Espagne, les partisans du mouvement anti-vaccination contestent la décision du gouvernement de rendre la vaccination obligatoire pour les employés du service public. Le Royaume-Uni et l'Allemagne ont également été le théâtre de manifestations contre les mesures de restriction de la Covid. Donc on se pose la question, certains appellent quasiment la 4e dose de vaccin comme une non-solution. Donc est-ce que l'efficacité de 4e injection contre la souche d'Omicron est si faible ? C'est envisageable par beaucoup de gouvernements et c'est justement un grand sujet qui est aujourd'hui sous discussion par beaucoup de pays, dont la France. C'est-à-dire, est-ce qu'il est nécessaire d'être vacciné une nouvelle fois justement contre l'Omicron? Mais la seule chose dont on est sûr aujourd'hui, c'est que le fait d'être vacciné, ça protège contre les maladies graves, contre les symptômes très graves. Mais est-ce que ça agit sur Omicron ou pas, on n'a toujours pas de réponse et il est très semblable que c'est non. Et Monsieur Lee, est-ce que vous pensez que la prochaine étape sera de traiter la Covid d'une manière plus proche de ce qu'on fait avec la grippe en Europe? Je vais ajouter une petite phrase d'abord pour la question précédente en fait. Moi-même, je suis vacciné 4 doses déjà moi, 3 doses en Chine et une dose de Moderna et j'étais quand même positif fin décembre. Donc je pense que ça marche pas. La vaccination et la survaccination, ça va être de combiner avec d'autres politiques, surtout les gestes barrières et distance entre les gens, etc. Mais c'est vrai que en étant vacciné, mon syndrome n'était pas trop grave, c'est comme si j'étais enrhumé pendant 3-4 jours. Voilà. Sur votre question, prochaine étape, voilà, je pense que nous devons avoir suffisamment de recul pour dire que on va vivre ça comme si avec la grippe. Est-ce que cette décision politique, on prend en considération de manière importante les recommandations des scientifiques plutôt que les recommandations des économistes? C'est très important. Et je pense que Covid pourrait-il transformer en une maladie endémique avec laquelle le monde peut vivre? C'est difficile d'avoir une réponse tout de suite, mais aujourd'hui je pense le mieux c'est d'avoir une situation avec une combinaison entre une bonne immunité de fond et la possibilité de soigner des gens de risque avec des symptômes graves. Merci Monsieur Wang, merci Elsa et Xianghui et Nicolas pour votre participation et c'est la fin de cette émission. Je vous dis à très bientôt sur CGTN français. À très bientôt.